Alors, donc une fois qu'on a mis un petit peu ça en perspective, qu'on voit un petit peu, on va dire, comment les politiques gèrent ça, d'après toi, vers quoi on va? Alors moi, je suis quelqu'un, donc, pour les gens qui connaissent ma chaîne, qui, après avoir pas mal étudié le sujet, pense pense qu'il n'y a pas un effondrement possible, mais plusieurs effondrements différents. Je pense qu'on commence à voir le climatique, notamment récemment avec tout ce qui se passe. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est, on va dire, j'ai pas l'éloquence ni la facilité de discours que tu peux avoir. Selon toi, à continuer comme on continue maintenant, à quoi ressemblera l'avenir? Vers quoi on va si on continue tel qu'on est aujourd'hui? Alors, ça va te décevoir, mais j'ai pas cette réponse. J'ai pas cette réponse et je vais expliquer pourquoi je l'ai pas. Parce que le vécu de chacun sera très différent en fonction de là où il est, voilà, et de qui il est, de ce qu'il fait, des gens qui sont autour de lui, et des ressources dont il dispose, etc. Donc déjà à la base, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a certaines grandes dynamiques générales qui se décrivent en moyenne, et dans un certain nombre de cas, c'est même une moyenne planétaire. Mhm. Et donc ça, on peut faire des choses en moyenne planétaire parce qu'on peut regarder la Terre dans son intégralité comme un système quasiment fermé. Évidemment, il y a quelques quand même radiations solaires qui rentrent, des choses qui en sortent, mais globalement, c'est à 99%, pour presque tout, c'est un système fermé. Et là, on peut faire des choses intéressantes. On peut en déduire des choses. Bon, ben moi, et je ne vais pas détailler là maintenant, parce que sinon, ça va durer 4 heures. Donc, éventuellement, voilà, tu mettras peut-être un lien vers une ou deux autres vidéos de moi Mhm. pour les gens qui ne connaissent pas, pour qu'ils puissent creuser s'ils le veulent. Et donc, là, j'arrive directement à ma conclusion, une de mes conclusions. Ce qui est absolument incontournable, c'est-à-dire qui va se produire dans les prochaines années et décennies en ce qui nous concerne, ça va être ce que j'appelle une grande descente énergétique et matérielle. Nous allons avoir de moins en moins d'énergie et de matériaux, matières premières, pour faire fonctionner nos sociétés. Et à certains égards, nous allons avoir des pénuries. Et tout ça va s'accompagner en parallèle de disruptions écologiques, donc climatiques, biodiversité, des endroits qui s'effondrent, c'est-à-dire des chaînes du vivant qui disparaissent ou qui, en tout cas, passent à des niveaux de dégradés très, très, très avancés à certains endroits. Et donc, nécessairement, la capacité de la nature à produire des ressources pour nous et à absorber nos déchets et nos pollutions, sachant que toutes ne sont pas absorbables, hein, et puis à enfin réparer les dégradations qu'on lui crée, cette capacité-là de régénération de la Terre, elle est également limitée et on la dépasse allègrement. Donc voilà un petit peu ce qui va se produire, des gros problèmes écologiques qui vont avoir des impacts sur nos sociétés et de moins en moins de ressources pour gérer ça, et de plus en plus de problèmes. Les problèmes écologiques vont se traduire d'une certaine manière en des problèmes humains, en des problèmes sociaux, voire sociétaux. Voilà, donc après, la traduction de tout ça entre la sphère écologique et la sphère humaine, ça fait ces sujets de débat. Il est pour moi absolument évident que si tu as un monde naturel qui est en effondrement, c'est le cas du vivant aujourd'hui, hein, le chiffre que je cite le plus souvent, parce que c'est certainement celui qui est le plus incroyable, et en même temps, c'est pas le seul, loin s'en faut, mais là encore, je peux renvoyer à d'autres de mes conférences, mais c'est qu'on a, sur la plus grosse étude qui a étudié le plus grand nombre d'espèces qui existent jusqu'ici, on a vu que sur l'ensemble des vertébrés, au niveau mondial, il y avait 60% des populations de vertébrés, pas des espèces, hein, des populations de vertébrés qui avaient disparu entre 1970 et 2014. En 44 ans, il y a 60% des vertébrés qui ont disparu, et les vertébrés, c'est en même temps les mammifères, terrestres et marins, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Sur l'ensemble de tout ça, 60% qui a disparu. C'est fou, c'est fou. Donc l'effondrement du vivant, il est observé, il est Bien sûr. quantifié à un certain nombre d'égards. Donc tu dis qu'il y a des effondrements, ben oui, cet effondrement-là, c'est pas une théorie, il est observé. Mais par contre, toi, tu es chez toi, si tu fais pas trop gaffe, surtout si tu vis en ville, tu le vois pas. Et c'est le cas de la plupart des gens qui le voient pas. Ça ne fait pas appel aux sensibles. Donc,
ça doit faire appel au sensé. Et donc, l'information est disponible. Mais encore faudrait-il que les gens s'y intéressent. Et pour que les gens s'y intéressent, encore faudrait-il qu'ils regardent les bons médias. Et Et pourtant, après, voilà, on en parle malgré tout. Alors, moi, j'ai plus la télé depuis 10 ans, mais je regarde des rediffs, je regarde David, des zappings entre parenthèses, et ils en parlent. Par exemple, quand il y a l'Australie qui... Alors, je me fais l'avocat du diable, encore une fois, mais je vois par exemple l'Australie l'année dernière, on en a énormément parlé, des milliards d'animaux qui avaient brûlé suite à ça. D'après toi, pourquoi les gens, justement, ne David, réagissent pas à ça? Ils sont au courant. je comprends, mais David, j'étais dans le métro il y a quelques mois de ça, Mhm. et juste avant le confinement, c'était début mars ou mi-mars. J'étais dans le métro, j'étais à Paris, et j'ai entendu une conversation de 3 ou 4 jeunes qui étaient juste derrière moi. Et il y en a un qui a fait référence aux incendies en Australie, on en parlait dans les médias partout. Il y en Mhm. a un qui a fait référence à ça. Je crois qu'ils étaient 4. Et sur les 4 autres, il y en a 2 qui n'en avaient pas entendu parler. Parce D'accord. qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes et des moins jeunes, de tous les âges, voilà, qui juste ne regardent pas la télé, n'écoutent pas la radio, ne lisent pas les journaux, ne vont pas s'intéresser, ne vont pas voir des documentaires et des machins. Juste, soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne peuvent pas passer dans une situation de survie, soit ils sont dans de la superficialité totale. Eux, ils lisent pas ça. Ils vont juste sur YouTube, suivre des chaînes de YouTubeurs qu'ils aiment bien, ou regarder des séries sur Netflix pour se détendre. Point barre. Ils ne font rien d'autre. Donc, l'information ne va pas à une énorme partie de la population. Et ça, nous, les gens qui s'y intéressons, à peu près, j'imagine, tous les gens qui vont regarder une vidéo de cette nature, ça va nous dépasser. Parce qu'on s'imagine tout de même pas que les gens ne savent pas. Non, ils ne savent pas. La grande majorité, je ne sais pas, mais je pense une majorité de la population. En campagne, c'est un petit peu moins vrai, je dirais. Mais effectivement, parce qu'on est au contact au quotidien et qu'on voit bien les choses. Donc, Après, disons, je dis en campagne, disons qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent à la campagne qui ont un mode de vie urbain. Il faut dire ce qu'il en est. Dans les zones pavillonnaires, oui, ils vont voir 3 oiseaux passer au-dessus de leur tête, mais ils n'ont pas un vrai contact avec le vivant. je pense que tu as quand même une grande partie de la population qui effectivement suit les news de base, que ce soit par le journal ou le JT ou d'autres choses, ou la radio, qui suivent les news de base, ils en entendent parler. Maintenant, de là à s'y intéresser vraiment, de là à chercher à aller au-delà des schématisations et des instrumentalisations qu'à longueur d'antenne on nous inflige, non, la plupart ne font pas ce travail-là. Après, il faut avoir un minimum de curiosité intellectuelle et avoir la possibilité de le faire. Parce qu'une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, mais il y en a aussi qui ne peuvent pas. En tout cas, ils pensent ne pas pouvoir se permettre de s'intéresser à ces choses-là parce qu'ils sont dans des logiques de survie au quotidien, quoi. Et donc, bon, au final, je ne considère pas que l'information passe et passe bien. Et là, je te parle de la France, qui est un pays ultra privilégié sur ces questions-là, ultra privilégié. Le nombre de pays où il n'y a pas ces médias qui font ce travail-là, le nombre de pays où il y a des formes plus ou moins dégradées d'autoritarisme et où c'est que de la propagande qui circule, le nombre de pays où les gens sont dans une indigence telle qu'ils n'ont même pas les médias ou alors juste qu'ils voient sur un téléphone portable de temps en temps, le nombre de pays où les gens sont dans des idéologies et des croyances et absolument pas dans la compréhension de la science, c'est écrasant. Écrasant. Donc nous ne sommes pas le meilleur pays, il y a des pays qui sont encore mieux que nous là-dessus, notamment certainement les pays scandinaves, mais globalement, au niveau global, la France est ultra privilégiée et c'est nul. Il y Et a un Français sur 100 qui comprend la problématique. Et encore, je suis très gentil, je suis très gentil. alors, donc, Je ne sais pas, moi, reprends ta quand c'est phrase, comme ça, parce que il y a une question j'ai pas qui, répondu complètement à ta question, je crois, quand même. euh, on va dire en grande partie. Après, voilà, si disons qu'il y a énormément d'informations et du coup, moi, j'aurais bien aimé synthétiser ça dans une question puisque depuis tout à l'heure, donc on parle donc des effondrements, on parle un petit peu, voilà, de tes constats. Ah oui, Euh, Comment vas-y, faire vas-y. pour pas devenir nihiliste, pour pas vraiment sombrer dans le pessimisme et Ok. voilà, disons que moi, c'est des choses qui m'intéressent depuis près de 10 ans. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais juste pour dire, voilà, il y a 10 ans, j'ai découvert Survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio. On va dire, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et effectivement, on va dire que je commence à être rodé, et voilà. Mais pour des gens qui t'écouteraient,
et qui n'auraient pas forcément l'habitude de ce genre de discours, comment faire justement pour pas tomber complètement dans le pessimisme? Est-ce qu'il y a une lueur finalement quelque part? Comment on pourrait faire pour, on va dire, pour inverser la tendance? Est-ce que c'est encore possible d'inverser la tendance? Est-ce qu'on peut un peu sauver les meubles et nous avec? Ok. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, il y a des choses qui sont en fait incompatibles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que déjà, nihilisme et pessimisme, c'est pas la même chose, mais bon, passons, j'ai compris ce que tu voulais dire, parce que le nihilisme, c'est, si tu veux, c'est le rejet de l'existence d'un absolu, quelque part. C'est pas, on a, dans le langage commun, on l'utilise mal, ce mot-là. Mais bon, j'ai compris. En ce qui concerne est-ce qu'il faut abandonner tout espoir, quelque part, et puis tout est foutu, ou est-ce qu'on peut inverser la tendance? Ça n'a rien à voir. Non, il ne faut pas perdre tout espoir parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut inverser la tendance? Non. Ben, ça n'a rien à voir. On ne peut pas inverser cette tendance. On peut ralentir certaines choses, mais surtout, on peut créer une nouvelle tendance en parallèle. Bon. Non. Et ça va finalement me permettre de compléter et de terminer bien, c'est parfait, la réponse à ta question précédente, qui était ma vision de l'avenir, où je disais que la vision, elle sera éminemment différente en fonction des endroits. Et donc, il y a des grandes dynamiques générales qu'on va subir et dont on va être les enfants quelque part, mais à l'intérieur de ça, on peut construire des choses qui vont changer radicalement nos perspectives d'avenir. Ça peut faire toute la différence entre un chaos total, un effondrement total, barbare éventuellement même, et un mode de vie pas forcément facile, parce que je pense qu'on va perdre en confort globalement et en facilité de vie, mais pleinement satisfaisant à beaucoup d'égards. Et beaucoup plus en réalité qu'aujourd'hui, finalement, dans la civilisation dans laquelle on est. Mais nous nous rendrons compte qu'on est mieux que lorsqu'on aura passé une phase de sevrage difficile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Aujourd'hui, on est des junkies de tout un tas de choses et on vit dans des dissonances cognitives qui nous rendent profondément malheureux, qui nous font qu'on se pose des questions existentielles et qu'on comprend bien que notre vie n'a pas beaucoup de sens. Et il va y avoir une phase compliquée de remise en question, mais si on fait les choses intelligemment, et j'y viens, à ce moment-là, peut-être que demain, on aura perdu certaines choses, mais on en aura gagné d'autres. On ne se considérera pas forcément perdant en termes de bien-être personnel, de cohérence intérieure, et juste d'être bien et droit dans ses bottes. En tout cas, aujourd'hui, il y a effectivement des grandes tendances qu'on ne peut plus inverser, c'est trop tard, et qui font qu'il va y avoir des catastrophes. Ensuite, cette descente énergétique et matérielle dont j'ai parlé, moins de ressources, moins d'énergie, nous oblige à revoir nos besoins à la baisse. Quantitativement, on va devoir revoir à la baisse. Qualitativement, on peut repenser les choses. Maintenant, est-ce qu'on peut repenser les choses au niveau global, c'est-à-dire au niveau planétaire, c'est-à-dire espérer que l'humanité tout entière et l'ensemble des pays d'un seul coup va changer tous les rapports de force, sa façon de mener la politique, sa compréhension de la problématique, le fait qu'ils vont devenir d'un seul coup bienveillants au service de tous les peuples, et puis qu'on va revoir également notre rapport à la nature avec plus de respect? Non, mais bien sûr que non. Voilà. Donc il y a des endroits où ça va être barbare. Barbare. L'humanité a une capacité à la barbarie qui est extraordinaire. Maintenant, vous n'êtes pas sur la planète. Vous êtes à un endroit bien spécifique. Là où vous êtes, vous pouvez faire la différence. Là où vous êtes, mais ça demande, c'est pas juste une simple espérance. J'espère que ça va se passer comme ça. Ah, si vous faites ça, quoi que vous espériez, ça va être la cata. L'espoir doit se concrétiser, doit se transformer et se matérialiser en acte. Donc tant que vous serez dans la passivité, c'est foutu. Il faut agir. Et je vais vous dire autre chose. Il faut agir nécessairement à l'échelle d'un territoire. Alors, je te dis ça aussi, David, parce que je ne connais pas l'intégralité de votre projet, il a l'air chouette, mais si vous ne faites ça, je ne dis pas juste pour toi, là je repars pour tout le monde. Oui. Si vous ne faites ce que vous faites qu'en communauté, petite communauté, à mon sens, ça ne peut pas fonctionner durablement. Ça peut fonctionner et ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Faites ça en petite communauté, vous allez apprendre énormément de choses très utiles. Rien que pour ça, c'est intéressant. Mais si vous pensez pouvoir durablement être autonome ou résilient en autarcie, ben, ce ne sera le vrai peut-être si vous êtes très fort et si vous avez vraiment beaucoup de compétences, etc. Ça peut éventuellement être vrai, mais ce ne sera vrai que jusqu'à ce que les autres arrivent. Alors, je peux te donner, grosso modo, voilà,
Bon, on en parlait tout à l'heure, t'as pas encore vu donc la vidéo du Média pour tous, mais ça nous permettra, tu vois, quand tu l'auras vu, d'en reparler. Mais effectivement, j'en parle dans la vidéo et je l'aborde même plus dans la vidéo où je réponds aux commentaires. Nous, effectivement, on est plutôt inscrit dans un projet, donc on va dire qu'on démarre à l'échelle individuelle puisqu'on vient d'arriver il y a à peine plus d'un an là où on est actuellement. Et on a vraiment pour projet d'abord, on va dire, de nous ancrer là où on est, puis ensuite d'étendre au niveau du territoire. Par exemple, moi, mon projet est connu par la commune. J'essaye justement de faire bouger un petit peu les élus et également, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, mon idée, c'est aussi par les vacances, par le fait que des gens vont venir ici, de leur faire découvrir tout ça, de partager tout ça. Donc, en gros, c'est action à l'échelle individuelle, puis à l'échelle locale, puis grâce au camping notamment, à une échelle un petit peu plus collective. Donc, effectivement, là-dessus, je rejoins totalement ton discours. Donc, il y a beaucoup d'étiquettes, j'aime pas les étiquettes, mais on parle de collapsologie, survivalisme, autonomisme et tout ça. Finalement, là où je te rejoins, c'est qu'il faut vraiment pas en faire un mouvement individuel, chacun chez soi, mais plutôt, on va dire, se servir de ça comme une base d'intelligence collective. Bon, eh bien, très bien, ça c'est parfaitement vrai. Et effectivement, quel que soit votre mode d'action, si vous le faites de manière individualiste, et quand je dis individualiste, ça ne veut pas forcément dire juste une personne toute seule, hein, mais ça veut dire en petit groupe, on va dire, à mon sens, c'est voué à l'échec, parce que même dans le cas où vous réussiriez, ce ne serait valable que très temporairement. Parce que les gens vont commencer à bouger. Si véritablement ce que vous avez en tête si vous faites ce type de projet se produit, à savoir qu'un délitement de la société, les gens ne vont pas rester durablement dans les villes. Il faut bien comprendre une chose, contrairement à certaines idées préconçues sur le sujet. Les villes ne vont pas nécessairement être moins en sécurité que les campagnes, dans un premier temps. Il est fort possible qu'à mesure quand le délitement va s'accélérer, parce que ça va aller par étapes d'accélération, quand le délitement va... En fait, c'est une logique assez graduelle. Puis de temps en temps, hop, il y a des phases de dévissage ou de grosses crises qui font retomber d'un coup, jusqu'à peut-être un jour, ça c'est tout à fait plausible, une crise terminale qui serait le grand dévissage, où là il ne reste plus rien et c'est la cata, c'est le chaos. Parce qu'on aurait nos chaînes d'approvisionnement essentielles, en énergie par exemple, qui seraient rompues, et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc là, c'est toujours possible et ça arrivera. En fait, ce moment va arriver. Quand, comment, je ne sais pas. Donc, si, en tout cas, on est sur des grosses phases de crise, à ce moment-là, je pense que les endroits où il voudra mieux être, très honnêtement, c'est plutôt les villes. Et pourquoi les villes? Eh ben, c'est parce que même s'il y a beaucoup de gens et beaucoup de cons et qu'il va y avoir peut-être des violences et des machins, des trucs, c'est là que va se centrer l'armée. L'armée qui va être appelée si besoin pour maintenir pour empêcher le chaos. Donc pour intervenir, pour faire en sorte que ça ne craque pas dans tous les sens. Et également pour assurer justement les chaînes d'approvisionnement essentielles. Les transports, l'approvisionnement en vivres, etc., va aller tout d'abord essentiellement dans les villes. Et notamment parce que c'est là qu'il y a tout. Il y a les institutions, il y a le centre du pouvoir, etc. Et je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que je m'inspire notamment d'un certain nombre d'exemples, mais très récemment, un exemple très clair, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe au Venezuela. Au Venezuela, alors c'est pas un pays comme le nôtre, parce que c'est pas un pays vivrier comme le nôtre, mais au Venezuela, il y a eu des phases d'effondrement, mais partielles, et durant lesquelles les gens ont fui les campagnes pour rejoindre les villes parce que ça devenait des coupes-gorges, les campagnes. Parce que, et donc, ce qui s'est fait, c'est qu'on a surtout privilégié les schémas d'approvisionnement pour les centres urbains. Bon. Alors, Donc ça, il faut quand même bien le savoir. Il faut savoir qu'ensuite, à un moment, il y a un découpage plus grand qui se produit, où là, tout ou partie des villes, rapidement, lors de certaines phases critiques, deviennent invivables. Et là, tout s'inverse. Là, tout s'inverse. Les villes, à ce moment-là, passent à un cap où ça devient le chaos tel que les gens ne peuvent plus y vivre, les ressources n'arrivent plus jusqu'à eux. Et il y a un moment où les gens, paf, fuient les villes pour aller aux campagnes. Sauf que dans les campagnes, ils ne sont pas attendus les bras ouverts
par tous les gens, ouais, venez, on a de la bouffe pour 20 fois plus. Non. C'était justement une question que je voulais te poser. Donc là, tu parles du Venezuela notamment, donc pour laquelle effectivement il y a eu des effondrements partiels. Je pense notamment aussi à Cuba, qui a quand même été un très bon exemple par rapport à ça. Euh, le truc, c'est que voilà, il y a plusieurs schémas d'effondrement. L'effondrement peut être global, l'effondrement peut être localisé. Oui, vas-y. Juste une phrase. Cuba est un bon exemple à certains égards, mais Cuba n'a jamais été privé de pétrole. Imagine, si tu avais enlevé le pétrole à Cuba, ça n'aurait pas été ça. C'est justement à ça que je voulais en venir. C'est-à-dire que là, on parle, même pour le Venezuela, hein, d'effondrement localisé. C'est-à-dire que, comme pour un ouragan qui va frapper la côte des États-Unis, finalement, on sait que quelque part, d'autres ont des moyens. On peut envoyer des avions, parachuter de la nourriture. Demain, si on part vraiment sur un... Alors, t'as expliqué tout à l'heure, voilà, l'effondrement ne serait pas le même partout et au même rythme, mais disons que si globalement on en arrive à un certain point de rupture, qu'on va dire que l'effondrement s'accélère et qu'il s'accélère partout, finalement, aller en ville, est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est-à-dire que quand tu vois la résilience alimentaire des villes qui est très courte aujourd'hui, finalement, si tout le monde se regroupe en ville, mais que vu que c'est effondré, on va dire, partout à une échelle plus globale, comment feront les gens pour se nourrir? Finalement, cette phase où les gens iront en ville ira très très vite, elle sera très courte. Ça, je ne sais pas. C'est très diffus, c'est très difficile à savoir. Je dis juste que c'est pas simpliste. Bien sûr, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses. Mais il ne faut pas juste dire, oh, il faut fuir la ville. À terme, oui. Mais dans une certaine phase transitoire que je ne sais pas évaluer, c'est-à-dire est-ce que c'est une phase qui dure 1 an ou 30 ans, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas, parce que le système également a cette espèce d'homéostasie assez bizarre qui fait qu'il est capable de fonctionner même quand il est au-delà de son régime normal de fonctionnement. Il devrait ne plus fonctionner, on a l'impression, mais il continue à se maintenir au-delà du raisonnable avant de craquer. Voilà. Mais il tient des fois plus longtemps qu'on ne pourrait le croire. On se dit, mais c'est incroyable, mais ça devrait péter là. Non, ça tient, puis ça pète. Et du coup, des choses qui nous donnent l'impression à nous, qui avons un petit peu creusé ces sujets, que ça pourrait aller très vite, dans les faits, il y a une malléabilité du système qui fait que ça peut prendre plus de temps. C'est pour ça que moi, je me garde bien d'annoncer des dates. Par contre, la plausibilité que ça se passe très bientôt et très vite existe. C'est totalement plausible. Et cette plausibilité, personnellement, elle me suffit. Elle me suffit pour me préparer d'une certaine manière et pour essayer de préparer la société, parce que c'est le travail que je fais. Et ça me suffit parce qu'on n'attend pas, je dis ça souvent, c'est une formule que j'aime bien, on n'attend pas d'avoir la preuve absolue que le navire va couler, puisque c'est toi-même qui as fait cette métaphore tout à l'heure, avant d'y mettre des chaloupes. Voilà. On anticipe sur le problème, parce que c'est un problème suffisamment grave pour l'anticiper, pour être anticipé. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles seront les dynamiques exactes. Je dis par contre une chose, même si je ne peux pas dire l'avenir ce sera ça, je peux dire que globalement ça ne va pas être rigolo et que votre travail, là partout où vous êtes, c'est de nourrir des espoirs activement en vous mobilisant pour créer de la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité dans les choses essentielles, par des logiques de commun. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc de gauchiste, ce n'est pas les colcoses, les communs. C'est juste identifier les ressources dont on a absolument besoin pour pouvoir vivre. Et ces ressources-là, si on ne les a pas localement, il faut les rapatrier localement dans la mesure du possible, notamment toute la production alimentaire de base pour nourrir en suffisamment de variétés nutritionnelles toute la population du pays, du territoire, il faudrait que ce soit disponible dans un rayon raisonnable. Voilà. Ça ne veut pas dire autarcie. Je ne suis pas en train de prôner l'autarcie. J'espère que je pourrai continuer à bouffer. Moi, je ne sais pas, des olives, n'importe quoi, c'est le premier exemple qui me vient, des olives de Luc, là, je les adore, les olives vertes qui viennent du sud de la France, même si j'y suis pas, aussi longtemps que possible. D'accord ? Maintenant, pour autant, ce n'est pas essentiel à ma survie. Et j'ai besoin d'avoir les nutriments qui sont essentiels à ma survie disponibles localement ou territorialement. Donc ça, il faut que ça s'organise. Donc les petits projets uniquement individualistes, ça ne marchera pas, quel qu'il soit. Il faut avoir une logique, même si tu ne peux pas le faire dès le départ, exactement comme la tienne, une logique progressive d'étendre en logique territoriale de solidarité. Il faut faire les choses ensemble. À partir du moment, et donc ça se travaille, ça ne s'improvise pas. La confiance et la complémentarité, ça se met en place progressivement. Allez voir les gens, à commencer par les gens que, a priori, vous n'aimez pas trop.
allez les voir et travaillez, proposez des projets ensemble. Je vais vous garantir que si vous travaillez avec des gens, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, vous allez vous trouver des affinités et des projets communs, ou en tout cas des intérêts communs. Et ça se travaille et ça se prépare. Je termine juste sur une phrase. Les psychologues sociaux parlent de social mood, l'état d'esprit social, ou je ne sais plus le terme en français, je ne sais plus comment c'est traduit, mais ça veut dire ça. Ça veut dire en fait l'état d'esprit qui règne dans une société. Voilà. Donc si aujourd'hui, là, tant qu'il n'y a pas la grosse crise qui arrive, si vous êtes dans des rapports de force, ah, j'aime pas mon voisin parce qu'il me fait chier, tout, alors, ça peut arriver, mais je veux dire, vous êtes uniquement sur, ah, j'aime pas un tel, j'aime pas Trucmus, lui, celui-là, j'aime pas trop sa gueule, ah, lui, c'est un riche, je l'aime pas, lui, c'est un étranger, je l'aime pas, lui, c'est je sais pas quoi, je l'aime pas, lui, il est, bon, etc. Si c'est que ça votre vie, déjà, elle est bien triste et j'en suis navré pour vous, mais accessoirement, le jour où ça va se casser la gueule, ça va être tout le monde contre les autres. Moi, vous allez être, il va y avoir des conflits tout le temps. Si vous faites des réserves chez vous et que chacun fait des réserves chez soi, est-ce que ça vous rend plus résilient? Moi, je dis non. Parce que, ou alors il faudrait vraiment que tout le monde ait fait les bonnes réserves, mais ce ne sera jamais le cas. Si ça se sait que certains ont fait des réserves et pas d'autres, ça crée les conditions du conflit. Des réserves, il en faut. Il en faut au niveau territorial ou au niveau communal. Des réserves collectives, gérées collectivement par la collectivité. C'est ça la clé. Et si vous ne faites pas les choses ensemble, au-delà des différences, dans la diversité, vous ne serez jamais résilient. Je ne suis pas en train de donner des leçons un peu humanistes, moralistes, gnangnan. Je vous parle de ma hauteur, entre guillemets, d'expert de la résilience. Ça ne marchera pas si vous faites ça. Je vais te prendre un exemple très concret. C'est rigolo que tu abordes la question justement voilà, du voisinage. Alors moi, je ne suis pas du tout un grand fada de la chasse. À la base, j'aime pas trop, on va dire, les chasseurs. Pour autant, tu vois, j'ai mon voisin qui est chasseur, on s'entend très bien. Et effectivement, je pense que là-dessus, tu as raison. Il faut vraiment aller, faut plutôt voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous désunit. Alors, je sais plus où j'avais vu ça, mais on parlait de politique des petites différences. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se focaliser sur les petites différences et finalement, dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qui arrive trop souvent, ça scinde les groupes. C'est-à-dire que des gens qui... alors, je vais prendre un exemple très concret, notamment sur la lutte féministe aujourd'hui. Qui, on va dire, à la base est parti d'une idée commune, c'est d'arriver à une égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui est en train de se scinder parce qu'il y a les white féministes et black féministes d'un côté. Et puis finalement, une fois qu'il y a les white féministes d'un côté, ils vont dire, ouais, mais bon, enfin, vous êtes plutôt hétéro, nous, on est plutôt lesbiennes. Enfin, plutôt lesbiennes. Et du coup, en fait, les groupes se subdivisent et finalement, on en arrive à des luttes complètement éparses et ça ne fonctionne pas. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. C'est-à-dire, il faut vraiment trouver ce qui nous rassemble pour pouvoir avancer. Donc, je pense que c'est un petit peu l'idée que tu essaies de développer. Et donc, du coup, le fait de rassembler plutôt que d'opposer, le fait de rassembler plutôt que d'opposer, et le fait de diversifier sont deux des principes essentiels, par exemple, de la permaculture. Oui, tout à fait. Je vais y venir justement. Alors ma question, donc tu parlais de travailler sur finalement une résilience collective à l'échelle territoriale, mais pour toi, quelle est la bonne dimension, on va dire, à viser? C'est-à-dire que faut pas partir en se disant bon, je vais développer un projet qui va faire que toute la France sera résiliente. Ça, personnellement, j'y crois pas, puisque ne serait-ce que quelqu'un qui habite dans le sud, quelqu'un qui habite dans le nord, il y a déjà des différences énormes. Quelle est pour toi vraiment l'échelle qu'il faut viser? Nous, personnellement, on est parti d'abord sur l'échelle communale, mais est-ce que, d'après toi, ça suffit? Est-ce qu'il faut voir au-delà et en fonction, on va dire, du temps qu'il nous reste pour nous préparer, même si on ne sait pas exactement combien de temps il reste. Selon moi, l'échelle, c'est de l'ordre de entre 5 000 et 20, peut-être 30 000. Donc, si c'est trop petit, il faut se rattacher à d'autres pour avoir plus de solidarité possible, plus de réseaux d'entraide également possible, d'échanges, de troc ou de commerce, etc. Bon, si c'est trop grand, c'est typiquement une grande ville, par essence, ne peut pas être résiliente parce qu'elle est dépendante, son bon fonctionnement, de flux d'approvisionnement en permanence, qui ramène énormément de choses, d'énergie et de bouffe notamment, et de matériaux aussi, et de produits de consommation essentiels aujourd'hui, pour l'hygiène,
bon bref, qui ramène tout ça dans les villes. Même quand on vit dans une ville, on n'en a pas conscience. En tout cas, la plupart des gens n'en ont pas conscience. Ceux qui vivent avec une fenêtre, ça c'est pas drôle, mais bon, avec une fenêtre qui donne sur une des autoroutes qui dessert une grande ville, eux ils le savent parce qu'ils voient le nombre de camions, enfin le nombre de poids lourds qui passent en permanence. Enfin, ce sont des norias interminables de camions qui nourrissent les villes en permanence. Une fois, j'ai fait un trajet de Bordeaux jusque dans le Pays Basque et j'ai descendu en autoroute. Je crois que c'était un mardi. Alors je sais que ça dépend, c'est pas tous les jours de la semaine pareil. J'ai vu, je vous jure que c'est vrai, sur 300 km environ, une file ininterrompue de camions de Bordeaux jusque, pas tout à fait le Pays Basque, mais pas loin. Une file ininterrompue sur 300 km. Ça ne m'étonne pas. Donc, voilà. Et ça, c'est juste Bordeaux, parce que c'est une ville de taille modeste. Donc, c'est quand même la 5e plus grande aire urbaine du pays, c'est pas rien, mais le intramuros, c'est modeste. Enfin, passons. Donc, nous sommes tributaires de chaînes d'approvisionnement, ça je parle de l'entrée, mais de la sortie aussi. Hein. Si on ne ramasse pas vos ordures en permanence, ça va devenir un sacré bordel, la ville. Hein. C'est une ville qui devient invivable au sens premier du terme. Si les égouts cessent de fonctionner, c'est une ville qui devient invivable au sens sanitaire du terme. On l'a vu en Italie, effectivement. Même... Comment ? On l'a vu en Italie, effectivement, quand le ramassage des ordures avait cessé, c'était vraiment... Oui, mais ce n'est pas forcément un bon exemple, parce que tu vois, ce qui se passe en Italie, bon, c'est surtout la mafia qui organise ça. Effectivement, ils arrêtent le ramassage parce que ça devient invivable, du coup, ils font pression, et du coup, on lâche d'autres choses qu'ils veulent, et puis après, ils résorbent le problème. Donc, c'est toujours une situation de tension, mais ils arrivent à résoudre. Ce n'est pas un bon exemple, parce que typiquement, si tu me parles de Naples, par exemple, mais Naples, que je sache, il y a toujours des gens qui vivent à Naples. Voilà. Mais moi, je te parle d'une chaîne d'approvisionnement qui s'arrêterait de manière durable. La ville n'est plus vivable. Donc après, une fois de plus, hein, l'armée prend le relais, mais jusqu'à un certain point. Parce que l'armée, comme tout le reste, s'il n'y a pas de pétrole, alors l'armée a quelques réserves, contrairement au reste de la société, c'est pour ça que c'est elle qui prendra le relais en dernier recours, mais même l'armée, elle a des réserves limitées. Donc ça tient quoi, 3 mois? Bon, donc bref, passons. Nous sommes tributaires de chaînes d'approvisionnement. Donc une grande ville ne pourra pas, si on ne change pas de modèle, rester durable. Ça veut dire qu'il faut transformer les villes, qu'il faut mettre, c'est mon avis à moi, d'ailleurs j'ai été sollicité par la ville de Bordeaux récemment pour produire des propositions en matière d'amélioration de la résilience. Et une de mes mesures essentielles, c'est un grand projet de végétalisation vivrière de la ville. Voilà. Et donc il y a moyen de, et ça a plein d'intérêts, ça change complètement la vie dans la ville, etc. Bon, ça c'est toujours possible, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même si une grande ville faisait ça, ce serait mieux, mais ça ne serait pas suffisant. Et donc, il faudrait découper ensuite la ville en des espèces de... Et pas que la ville, tout le territoire, en des espèces de morceaux qui auraient de l'espace rural et de l'espace périurbain et de l'espace urbain, espèce de tronçon. C'est très compliqué. Voilà. Bon, c'est arrivé plus ou moins dans la ville de Détroit aux États-Unis. Oui. De manière un peu forcée, on va dire, mais on a vu effectivement que suite à la désertion, pour le coup, du centre-ville, s'il y a des internautes que ça intéresse, vous allez sur Google, vous tapez Détroit ville fantôme, les images sont juste impressionnantes. Et effectivement, ouais, il y a une forme d'agriculture qui est revenue dans la ville de Détroit, mais ça a été un petit peu au forceps. Comme quoi, c'est possible. Après, c'est pas forcément suffisant. C'est possible, mais non, ce ne sera pas suffisant. Et surtout, il faut bien voir que la géométrie d'une ville comme Détroit ne peut pas être comparée à une ville à la française. Et dans Détroit, il y avait énormément, oui, d'abandon, mais ce n'est pas des mêmes types de maisons. C'est des maisons qui sont en bois, souvent, qui peuvent être rasées facilement. Tu te retrouves avec des friches qui, si tu le veux, peuvent être ensuite valorisées comme des friches productives vivrières. Alors qu'en France, pas trop, quoi. Il y a très peu d'habitats comme ça et les villes sont moins étendues qu'aux États-Unis. Enfin, c'est pas pareil. Mais c'est un bon exemple quand même parce qu'ils ont fait des choses super là-bas. Mais enfin voilà, donc la bonne échelle, je vous dis, c'est quelques milliers, mais peut-être plutôt quelques dizaines de milliers d'habitants. Voilà, 10 000, 20 000. Ça me paraît bien. En dessous de ça, c'est un tout petit peu limite pour gérer les afflux ou les influx. Typiquement, comme je te disais, si tu fais ton petit truc de ton côté, tu seras peut-être résilient si tu es très fort, jusqu'à ce que d'autres arrivent. Bon, ben là, il faut imaginer que pouvoir accueillir, entre guillemets, ou en tout cas faire en sorte que quand il y en a qui arrivent, on a de quoi, on a du travail à leur donner, on peut les équiper, on peut faire en sorte qu'ils deviennent productifs pour la collectivité et que ce ne soit pas juste destructif. Il faut avoir une certaine taille critique pour pouvoir absorber ça et pour pouvoir organiser ça. Accessoirement, c'est aussi une question de compétences.
On a besoin de moins de compétences qu'aujourd'hui dans notre société ultra hyper spécialisée. Bon, voilà. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de compétences à savoir pour pouvoir gérer tous les aléas de la vie. C'est quand même énorme. Et donc, il vaut mieux être très nombreux, avec une diversité d'approches, des complémentarités et qui se mettent en place. Et puis, dernière Ne chose, serait-ce donc ça, que c'est si, je t'interromps, excuse-moi, juste 10 petites secondes, c'est même principe pour les personnes qui, elles, pour le coup, j'ai déjà discuté avec elles, qui visent une autarcie, mais limite à l'échelle, quand on dit individuel, c'est quasiment genre maximum à l'échelle du couple, quoi. Ne serait-ce aussi, enfin, pour moi, c'est intéressant d'avoir une taille importante, ne serait-ce aussi que parce que bah, demain, tu te blesses, tu te casses une jambe, pour le coup, enfin, une résilience à petite échelle, exactement c'est ça. tellement un équilibre fragile qu'il suffit qu'il y ait une des personnes, on va dire, qui ait telle ou telle compétence et une personne, voilà, il suffit qu'elle meure, qu'elle se blesse ou quoi que ce soit. De toute façon, effectivement, à une échelle trop petite, ça ne servira à rien. C'est un équilibre qui est beaucoup trop fragile. C'est ce qu'on appelle un équilibre métastable, D'accord. c'est-à-dire qui ressemble à un état stable tant qu'il n'y a pas une perturbation qui arrive. Et une perturbation un peu forte peut tout déstabiliser et tu bascules en mode d'instabilité. Ta maison brûle, Donc, bah, tu peux toujours te réfugier chez le voisin si tu as développé, on va dire, cet esprit de solidarité et d'interdépendance. je vais partager une toute petite expérience personnelle qui date d'hier. Ah, Hier, je donnais une conférence à Pouzauges, que je ne connaissais pas avant d'y aller, hein, très honnêtement, et qui est une communauté de communes qui s'est organisée pour faire des choses. Ils sont vraiment chouettes, ils sont vraiment dans une bonne dynamique, etc. Mais il y avait encore des gens, des élus peut-être chez qui il fallait déclencher des déclics. On m'a appelé pour ça. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais a priori, c'est quand même pas mal passé. Sur le retour, c'était hier, oui, c'est hier, non, c'est avant-hier que je donnais la conférence. Et hier, sur le retour, j'ai été conduit jusqu'à la gare par un monsieur qui a été, il est à la retraite aujourd'hui, mais qui a été chauffeur de taxi. Et on a discuté. Ben, ce monsieur, qui doit avoir 65 ans peut-être, je ne sais pas, dans ces eaux-là, ce monsieur m'a expliqué que quand ils sont passés à la retraite, ils ont revendu le grand endroit qu'ils avaient pour un endroit plus petit, parce que lui et sa femme, ils ne pouvaient pas entretenir non plus trop d'espace, un endroit plus petit, donc ils sont allés se mettre à 10 km de là, et que la première chose qu'ils ont faite une fois qu'ils se sont installés, c'est qu'ils sont allés rencontrer tout le monde dans le village, et ils ont dit, ben voilà, on vient de s'installer, et si ça vous dit, on vous invite pour prendre l'apéro, faire connaissance et discuter. mhm. Et ils ont fait ça. Je ne sais pas ce qu'il y a devant ton écran d'un seul coup. Ah, c'est une mouche. C'est une mouche. Et voilà. Et donc, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Ils ont rencontré tout le monde. Et du coup, ils m'ont expliqué que maintenant, ils étaient bien avec tout le monde, même s'il y a des gens, ils ont plus d'affinité qu'avec d'autres, bien évidemment, ils sont bien avec tout le monde. Il y a plusieurs personnes là où ils sont, ils échangent. Lui, il produit des fruits et légumes, des machins, il enfile, les autres, il leur donnent des œufs. Et c'est du bon sens paysan. Enfin, ça va paraître peut-être évident à certaines personnes, et je l'espère. À nous, par exemple, on est là depuis un an. Je peux pas aller me promener Alors, c'est un village, c'est une petite ville de 1000 habitants, et je ne peux pas aller me promener là-bas sans que quelqu'un me salue, sans qu'il y ait une petite discussion qui s'entame. Je connais tout, dans toute ma rue. Bon, c'est très éparse, mais je connais les gens. On va dire tous les gens à 150-200 mètres à la ronde, je les connais tous, je les ai tous rencontrés. Et dans le village, j'en ai déjà rencontré pas mal. J'ai discuté avec le maire, tout ça. Effectivement, Et on oui, va dire, pour nous, c'est du bon sens. écoute-moi, tu vois, ça je comprends et c'est super. Et j'espère donc que d'autres personnes sont dans cet état d'esprit-là, dans cette pratique déjà là. Pour autant, c'est totalement contraire à la direction que prend cette société au sens culturel du terme. Évidemment, là, il y a une grosse différence déjà entre le rural et l'urbain. Parce qu'évidemment, dans la ruralité, il y a plus de ça que dans l'urbain. Mais il faut juste reconnaître que aujourd'hui, la grande majorité de la population, elle est urbaine. Ça évolue encore dans ce sens-là. Et tous les gens qui sont en mode urbain ne sont pas là-dedans. Et l'idéologie qu'on nous promeut, c'est plutôt une idéologie où il faudrait que chacun réussisse de son côté. C'est une idéologie presque de cloisonnement, hein, chacun dans son clapier. Donc c'est le cas dans des grandes barres d'immeubles, certes en ville, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, qui n'ont pas envie de faire ce que nous sommes en train de décrire là, qui n'ont pas envie d'aller vers les autres, qui n'ont pas Diviser envie de... pour mieux régner. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça une des raisons pour lesquelles ça c'est dominant comme idée.
Mais derrière aussi, il y a des gens qui n'aiment pas aller vers les autres. Voilà. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, j'en fais étonnamment peut-être un petit peu partie. Je veux dire, je suis pas, je suis à l'aise dans le social, etc. Tu vois, je suis conférencier, je vais vers les gens, je discute beaucoup et ça ne me déplaît pas. Par contre, je ne pourrais pas faire ça tous les jours. J'ai besoin d'être enfermé. Je suis quelqu'un de très solitaire. Bon, mais ça se décide pas non plus. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous soyez naturellement extroverti, tourné vers les autres, ou bienveillant, ou très dans la sortie, dans ouais, moi je me bouge beaucoup le cul ou pas, ou que vous ne soyez pas du tout là-dedans, pour des raisons X ou Y, ne change rien sur le fait qu'il faut le faire un minimum. Oui. Si vous ne le faites pas parce que c'est une nature, faites-le par calcul, à la rigueur, au moins pour commencer. Vous allez avoir besoin de ça. Donc, vous faites ça, vous allez vers les autres, vous rencontrez les gens, bon voisinage. On ne sait jamais, demain, quelqu'un, ça peut vous aider. Et peut-être que c'est vous qui aiderez. Et puis, vous allez faire des choses ensemble, parce que c'est aussi ça le but. C'est bien de créer un petit réseau où les gens se connaissent, mais ensuite, il faut créer des projets communs, peut-être même un projet commun, qui peut avoir plein de dimensions, mais pour le territoire, comme on l'a déjà dit. Voilà, et ça, c'est la clé aussi. Ça peut commencer par lancer un jour une conversation. Vous allez voir tous les gens que vous aurez appris à connaître depuis quelques temps. Vous allez dire, bah, écoutez, voilà, j'organise un petit truc chez moi maintenant, une petite soirée, et je voudrais qu'on discute de l'avenir. Voilà, je voudrais qu'on discute de l'avenir. Alors, ça fait justement, ça tombe bien que tu en parles, puisque c'est une question que je voulais te poser, puisque je pense qu'on est nombreux, un petit peu comme nous ici, à vouloir élaborer des projets, on va dire, de résilience pour la société, mais le problème, c'est que c'est des fois quelque chose qui est un petit peu difficile à aborder par son côté anxiogène notamment, et aussi, bah, comme tu disais tout à l'heure, par méconnaissance du sujet de la part de beaucoup de personnes. Alors moi, la question, ce serait, mais comment aborder cette question de l'effondrement et de la création d'une collectivité résiliente avec les collectivités locales? Moi, par exemple, ce que j'aimerais, et l'invitation est lancée, j'espère qu'un jour ce sera possible, j'aimerais beaucoup, par exemple, qu'on puisse pouvoir t'inviter ou toi ou d'autres personnes qui sont dans cette même démarche que toi, on va dire, qui ont plus l'habitude j'aimerais beaucoup pouvoir rassembler une collectivité autour de ça. Mais comment aborder ce genre de sujet sans faire fuir, puisqu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, je pense, qui, si on a ce genre de discussion, Alors, qui fuiront. ok. Déjà, il n'y a pas nécessairement besoin de dire tout à tout le monde. Il n'y a pas nécessairement besoin de parler d'effondrement. Même sans aller aussi loin, il y a plein de raisons qui poussent à faire une transition qui va dans le bon sens, le sens de la résilience territoriale. Après, parler d'effondrement, c'est important pour l'étape suivante, l'étape de rayonnement au-delà de son propre territoire. Il faut bien comprendre une chose. Moi, je vois beaucoup de projets de résilience territoriale. J'en vois de plus en plus. Ça le vend en poupe. Alors attention, hein, il y a quoi? Il y a 30. Bien, il y avait 36, mais je crois que c'est moins maintenant. 36 000 communes ou 34 000 communes voilà, en France. Il n'y a pas 36 000 projets de résilience. Hein, et s'il y en a quelques centaines, c'est le maximum. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc il y en a qui émergent. Sauf que la plupart de ces projets voient quoi? Voient le territoire et puis c'est tout. Sauf que le territoire, il ne vit pas en autarcie, une fois de plus. Le territoire, il est dépendant de chaînes d'approvisionnement et de flux qui enlèvent la merde, hein, c'est-à-dire très concrètement nos déjections et nos déchets, et qui amènent ça ailleurs, pour être traités, dans le meilleur des cas, et pour être foutus ailleurs dans notre pays ou dans l'océan ou dans d'autres pays, dans le pire des cas et dans malheureusement la plupart des cas. Mais globalement, si ça s'accumule à l'endroit où vous êtes, c'est mort, c'est foutu. Donc, ces flux-là sont absolument indispensables. C'est un peu le système sanguin. Hein. Tu ne peux pas imaginer de te focaliser sur la résilience d'un de tes organes indépendamment des autres. Mhm. Tu dois donc nécessairement t'intéresser non pas seulement à la résilience de ton territoire, mais à la résilience des flux qui alimentent en entrée ou en sortie ton territoire, et à la résilience des autres territoires qui sont eux-mêmes en amont de ces flux ou en aval de ces flux, ou avec qui tu peux mettre en place des projets communs ou des solidarités ou des complémentarités de production ou de compétences en commun. Forcément, ça se gère au-delà. Donc ça, c'est l'étape d'après qui consiste à faire comprendre pourquoi il faut organiser ça, et donc nécessairement tu arrives sur la question, c'est obligatoire de s'organiser parce que ces flux pourraient s'arrêter. On pourrait ne plus avoir de pétrole. Et quand je dis ne plus avoir de pétrole, il ne faut pas me caricaturer. Je ne suis pas en train de dire oh, ben un jour il n'y aura plus de pétrole du tout sur Terre. Non, il y en aura toujours. La question n'est pas là. Un jour il n'y en aura plus qui arrivera jusqu'à vous.
Et là, vous faites comment? Sachant que l'intégralité des activités humaines aujourd'hui, quasi-intégralité, 99,9% des activités humaines demandent des transports à un moment ou à un autre, et que la quasi-totalité des transports dépendent du pétrole. Là. Même à la rigueur, même le train qui est électrique, il a bien fallu du pétrole pour fabriquer le train. Donc, et même au-delà de ça, tous les objets qu'on a dans notre quotidien en contiennent. Il y a quelqu'un comme ça qui avait fait une expérience je crois que c'était aux États-Unis, où un spécialiste est rentré, voilà, ils ont dit, bah, sortez de la maison tous les objets qui dépendent du pétrole. La maison était vide, oui, totalement vide. tout a Et demandé. même la maison, il aurait fallu pouvoir l'enlever. Oui, tout a demandé du pétrole. Mais j'ai envie de te dire, même in fine, à moins que tu fasses partie des très très rares personnes qui se nourrissent que de ce que tu produis et strictement de ce que tu produis. Et alors là, chapeau. C'est pas le cas. Chapeau, parce que si tu manges, si tu fais du maraîchage, tu peux produire suffisamment de quantité pour te nourrir qu'avec du maraîchage, et peut-être une poule ou quelques poules ou machin, mais très concrètement, si tu n'as pas aussi des céréales, des légumineuses, des machins, ton équilibre nutritionnel, il n'est pas top, et tu ne peux pas tout faire. Donc, bon, mais donc, même si tu fais partie des quelques personnes sur Terre, enfin non, pardon, sauf si tu fais partie des quelques personnes sur Terre qui sont capables d'être autonomes sur le plan de la bouffe, bon ben, pour le reste, quoi que tu fasses, tu ne peux le faire que parce que tu manges, et il se trouve que produire de la bouffe, ça demande du pétrole, aujourd'hui, très concrètement, ne serait-ce que pour l'approvisionner, pour l'acheminer, d'un point A à un point B. Donc si la bouffe est arrivée jusqu'à toi, il a fallu du pétrole. Voilà. Je te dis, il y a quelques personnes qui échappent à ce système, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, et chez nous, en France, quasiment zéro. Donc, il faut du pétrole, même si tu reviens aux fondamentaux, quoi. Et après, effectivement, dans la construction même, il y en a qui disent, ben ouais, mais moi, je suis désolé, moi je coupe du bois chez moi, j'ai des objets qui sont faits en bois, que j'ai fabriqués moi-même, et donc cet objet, ben, c'est un arbre qui a poussé dans mon jardin, ça n'a pas demandé de pétrole. Je dis, ouais, ok, mais tu l'as coupé avec quoi? Une hache. Ok, et ta hache, elle est faite avec quoi? Ah bah ouais, c'est vrai qu'il y a de l'acier ou du fer ou machin. Ouais, mais tu crois qu'il vient d'où? Tu allais le faire toi-même, tu allais dans la mine toi-même récupérer cet acier. Il a bien fallu qu'il aille d'un point A à un point B. Il est allé comment? En transport. Le transport, c'est quoi? Allez, dans le meilleur des cas, c'est un train. Bon, le train, c'est bon, c'est électrique. Ah ouais, mais qui c'est qui a fabriqué les rails? Comment tu maintiens les voies de chemin de fer? Ça demande du pétrole. Tout est lié, tout demande du pétrole, absolument tout. Donc, Robin, justement, m'en parlait à un moment. Alors, je crois que c'était une chaîne YouTube, hein, où le gars a fait un projet un petit peu fou de se faire une pizza, mais un burger à 100%. Mais quand on dit à 100%, c'est même les couteaux qui permettent de couper, les animaux. Combien de temps il a mis Il a fallu au moins un an, il n'a pas réussi. Au moins un an, il a abandonné. Je vais essayer de retrouver le lien, puisque je pense que ce serait intéressant pour se rendre compte à quel point en fait on a cette dépendance aux énergies il y fossiles. a eu une vie avant le pétrole et une vie sera possible après le pétrole. Le problème, c'est que, un, elle ne s'improvise pas, elle s'apprend, et on a perdu les savoir-faire. Deux, c'est pas la même vie. Voilà. C'est pas du tout, du tout, du tout la même vie. Et c'est une vie, si on la présente aujourd'hui telle qu'elle serait s'il n'y avait vraiment plus du tout de pétrole, ce que j'espère pas, en tout cas pas rapidement, mais ça finira par arriver, partout où vous êtes à peu près, il ne faudrait pas envier la plupart des gens. Donc, Le problème, c'est que c'est très caricaturé. Beaucoup de gens, du coup, s'imaginent que c'est un retour au Moyen-Âge. Enfin, souvent c'est caricaturé comme ça. C'est effondrement. Ouais, en gros, tu veux vivre au Moyen-Âge. Ça, je l'ai entendu un nombre incommensurable de fois. et Je leur réponds, il y aura des nuances, mais finalement, on s'en rapprochera à certains égards. disons qu'on va. Non, mais on ne s'en rapprochera pas. Il ne faut pas. Voilà, culturellement, non. Non. Sur les pratiques, il y a un certain nombre de choses qu'on a apprises depuis le Moyen-Âge, des savoirs très utiles, qu'on va, j'espère, savoir conserver. On va savoir ça se garder sur la santé, sur la gestion politique, sur l'organisation et la gouvernance, la bonne gouvernance d'un territoire, sur comment on vit, on travaille les uns avec les autres, sur de la permaculture qui est extrêmement intensive en savoir et en connaissance, notamment sur la vie des sols, et du coup, comment on fait des surfaces qui sont de relativement petites surfaces, mais extrêmement productives de manière, sur le plan alimentaire. Un certain nombre de choses qu'on va, j'espère, pas perdre. Ça sera hybride, on va dire. Vraiment un hybride de notre société actuelle et tout à fait, des oui. sociétés plus anciennes. On pourrait imaginer, effectivement, avoir des modes de vie qui, par contre, en termes de flux énergétique, eh ben, se rapprochent de ce qu'on a connu au début du 19e siècle ou des choses comme ça. Effectivement, on serait à peu près pareil en quantité de flux. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas plus d'énergie qu'eux, on doit vivre comme eux. Voilà. Bon, maintenant, ça va redescendre. Mais ce sera, je pense, tout de même graduel. En tout cas, chez nous.
en France. Et j'espère que la redistribution pourra se faire vers les petits patelins. Voilà. Mais il n'est pas du tout exclu qu'à certains endroits, ça aille plus vite qu'à d'autres. Bon, donc en tout cas, il y a énormément de choses à mettre en place, mais j'ai un petit peu perdu le fil là, je suis désolé. Bah, en gros, non, non, t'inquiète pas, mais au contraire, moi j'aime beaucoup les digressions, je trouve que c'est très intéressant. On était vraiment sur l'aspect comment aborder donc justement les effondrements avec les collectivités locales. Ok. Donc si tu veux, je termine juste sur le fait que si tu veux véritablement commencer à organiser la résilience qui soit extraterritoriale, c'est-à-dire vraiment en interface avec d'autres territoires pour justement également assurer certains flux vitaux ou arriver à faire sans ces flux ou à savoir faire sans ces flux pour le cas où ces flux seraient discontinués, nécessairement tu abordes la question de la rupture de ces flux et ça c'est la question de l'effondrement. Voilà, ça c'est la question de l'effondrement. Donc ça c'est l'étape suivante. L'étape suivante quand tu essayes de faire comprendre qu'il faut s'organiser entre territoires. Et pour y arriver là, il y a une étape indispensable qui va être notamment l'étape de d'abord avoir fait des choses chez soi, de montrer que c'est possible, avec des indicateurs, des choses concrètes, en montrant voilà comment c'était avant concrètement, voilà comment c'était après, avec des choses qui relèvent du visuel, prendre des photos avant-après, regardez comment c'était pourri avant, regardez ce qu'on en a fait aujourd'hui, ah putain ouais, waouh, avec du storytelling, tu racontes l'idée de comment tu es allé du point A au point B, comment ça a été pourri, difficile et tout, et comment aujourd'hui vous êtes super content. Et puis, enfin, également, en fournissant des outils qu'ils vont pouvoir réutiliser chez eux, adapter, etc. Et si tu fais tout ce travail-là, avec, je te dis, un récit qui rend la chose inspirante, avec des gens qui incarnent ça dans leurs valeurs et qui sont inspirants, alors tu peux espérer effectivement que ton territoire se construise dans une grille, dans une connexion, dans un réseau de territoire, et que ça fasse des petits, parce qu'après il faut diffuser, il faut des communicants qui vont porter entre guillemets la bonne parole, et que ça fasse des petits ailleurs, et que à chaque endroit ce sera un peu différent, mais qu'il y ait plein d'endroits. Et au final, peut-être qu'en partant du micro, on peut avoir un petit impact, pourquoi pas un gros, sur le macro. Essayez de changer le système en s'en prenant au système global, vous allez vous épuiser. Donc partez du bas, et si vous vous dites mais ouais mais c'est pas suffisant parce que les problèmes sont trop grands, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut travailler à élargir le cercle et à inspirer par des storytelling, des récits, à inspirer ailleurs. Bon, mais ça, je te dis, c'est après, dans un premier temps, tu te concentres sur ton territoire parce qu'il faut qu'il y ait un démonstrateur qui soit bien et inspirant, comme je l'ai dit, et ça, tu n'as pas besoin nécessairement de parler d'effondrement tout de suite. Parle, et pour le coup, la crise Covid peut être utile. Parle simplement de bon sens pour relocaliser les choses essentielles. Il faut mettre en place des logiques de gestion des communs. Maintenant, c'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser, parce que pour certains, tu dis commun, ils voient communisme. Ça n'a rien à voir, strictement rien, c'est débilissime, mais les gens ne savent pas. Donc peut-être qu'il ne faut pas braquer les gens, expliquer le concept sans utiliser le mot. Faire attention à tous les mots que tu utilises. Dis pas que tu as un projet d'écologie, tu vas braquer tout le monde, pour des raisons tout aussi débiles que les communs. Parce que comme dit Dominique Bourg, si les gens ne s'intéressent pas à l'écologie s'intéresse à eux. L'écologie, simplement, la manière dont les écosystèmes dont on dépend sont de bonne santé et dont on ne les surexploite pas débilement, ça concerne évidemment tout le monde, parce que la stabilité de nos sociétés en dépend. Donc, il faut parler d'écologie, mais sans peut-être prononcer le mot, etc. etc. Donc, faire attention aux mots que tu utilises pour ne pas braquer les gens et travailler sur les choses essentielles de la sécurité alimentaire, énergétique et physique aussi des gens. Moi, tu vois, Piero San Giorgio, j'aime bien jusqu'à un certain point, parce que je trouve qu'il va trop souvent parler, et enfin, en tout cas, je sais qu'il est plus nuancé que ce que certains disent, n'empêche que physiquement, il n'est pas nuancé. Physiquement, il se présente volontairement et volontiers comme un mec militariste armé, quoi. On le voit régulièrement manipuler des armes et des machins, c'est l'image qu'il diffuse. Disons que c'est l'image qu'il véhicule, mais effectivement, pour avoir discuté avec lui, on va dire que c'est pas quelque chose qui il ne fait pas que ça. Moi je m'intéresse à lui depuis longtemps, c'est pour ça. Mais effectivement, il faut faire vraiment attention à l'image qu'on véhicule. Voilà. Je sais qu'il n'est pas, on peut pas le résumer à ça. Pour autant, il faut quand même force de reconnaître qu'il a une espèce d'attirance ou de fascination pour ces trucs-là et qu'il ne fait pas d'effort pour se présenter autrement que comme ça. Donc ce qu'il véhicule, ce n'est pas la bonne image et ce n'est pas, à mon avis, la bonne idéologie, parce que derrière, les gens que ça va attirer, c'est souvent les bons, c'est souvent pas les bons et c'est souvent pas pour les bonnes raisons. Donc,
Il faut prendre en compte la question de la violence et de la sécurité des territoires parce qu'elle va se poser sans en faire une obsession. Il faut plutôt aller, à mon sens, dans une optique Rob Hopkins, ville en transition, mais sans aller dans la naïveté, dans la candeur excessive. Donc c'est un équilibre à construire. Pas besoin néanmoins de parler d'effondrement tout de suite à tout le monde sur ton territoire pour en arriver là. Donc sois plutôt inspirant, ouvrez des conversations. Voilà, faites une réunion chez vous, on va parler de l'avenir, des problèmes potentiels, de comment on peut s'y préparer ensemble, sans rentrer dans du délire tout de suite, mais juste en bonne intelligence, ouverte, de façon ouverte, et voir ce que les gens apportent à cette Bah, discussion. tu verras de toute façon dans la vidéo du Média pour tous qui a été faite, j'essaye d'être justement le plus inspirant possible par rapport à tout ça. Voilà. Après, bon, c'était compliqué parce qu'une vidéo d'une demi-heure, forcément, tu peux pas tout aborder. On parle de l'armement à un moment, même si c'est genre 1 minute sur 30 minutes. Moi, j'en fais vraiment pas une obsession, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu véhicules une image, bah, comme par exemple Pierrot qui parle effectivement souvent des armes, effectivement, finalement, tu repousses une grande partie du public, alors que finalement, ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'aller dans le sens de ce qui va plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'on aspire tous au bonheur, on aspire tous à la sécurité de notre famille. Et quand je dis sécurité, bien sûr, je parle par moment, je parle vraiment sécurité au sens large, sécurité alimentaire, la santé, toutes ces choses-là. Et donc là-dessus, je te rejoins totalement. David, Effectivement, il n'a pas forcément un prisme pour l'aborder qui va plaire à tout le monde. Là-dessus, et l'image, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, l'image compte. Et il n'a pas, à mon avis, il n'a pas la bonne. Enfin, il a celle qu'il a choisie et elle lui plaît oui, tout à peut-être, fait. mais à mon avis, c'est pas celle qui est la plus constructive. Il faut faire attention à une chose, qui est une forme d'œcuménisme ou d'irénisme. Ça, c'est des termes qui sont utilisés dans la religion catholique, mais je les utilise dans un cadre au-delà du cadre religieux. C'est-à-dire imaginer qu'on va tous pouvoir s'entendre et qu'on va tous pouvoir travailler ensemble en bonne intelligence. C'est hélas faux. Il ne faut pas non plus être naïf, c'est hélas faux. Donc, y a aussi des gens qui, parce qu'ils veulent construire des projets qui plaisent à tout le monde à tout prix, ben pour plaire à tout le monde, ils vont dénaturer le projet. Ça va devenir une soupe informe où il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Et au final, À la ça Macron. perd. Voilà, au final, ouais, si tu veux. En tout cas, ça perd son intérêt, quoi. C'est un projet qui finalement va tendre vers le statu quo. Donc, il ne faut pas non plus aller vers ça. Il faut qu'il y ait des composantes très fortes dans ces projets. Et donc, nécessairement, oui, c'est clair. En tout cas, dans un premier temps, vous ne travaillerez pas avec tout le monde. Il ne faut même pas chercher à le faire. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arriver à tout de suite avec des mots qui vont braquer, qui vont cliver. Il faut faire attention. Au début, il faut tout de même essayer d'être entendu par tout le monde. Donc, tendre la main à tout le monde, avoir les conversations. Ensuite, les rapports de forces éventuels, les amis, les ennemis, les cons, les sympas, vont s'identifier par eux-mêmes, s'entre-identifier, et puis voilà. Et puis ensuite, on travaille avec ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Et puis, progressivement, l'idée, c'est une fois que des choses sont lancées, qu'il y a déjà une dynamique concrète, matérielle, il faut faire venir les gens. Alors, je te dis juste deux choses, et après, je te promets, j'arrête de parler là-dessus. Faire venir les gens, c'est dans deux acceptions, deux significations différentes. La première, c'est, voilà, on a un projet, on fait ça, il y a un chantier, il y a un truc, il y a un machin en cours et tout, et tu fais venir les gens, à commencer, certes par les gens qui sont déjà dans la bonne mouvance, mais en étendant le cercle à ceux qui sont réfractaires. Et tu essaies de trouver des raisons qui pourraient les faire venir, des choses qui pourraient les attirer, parce qu'il y aura du bon pinard, ou parce que, je ne sais pas, on ira se boire on va voir un Chez nous, ciné-atmo, c'est Cédric Calva. ou parce que peut-être même qu'il y a une incitation presque mercantile derrière. Tiens, ben, ceux qui viennent, ils repartent avec, je ne sais pas quoi, un cadeau, un truc, j'en sais rien. L'important, c'est que les gens, ils viennent parce qu'ils y voient une opportunité, que c'est facile pour eux de venir, c'est pas trop demandant, ils disent, bon, allez, ok, j'y vais, mais enfin, j'y crois pas trop à leur machin. Et c'est uniquement en faisant que les gens vont changer de point de vue. Et progressivement, les réfractaires ne le seront plus. Et une fois de plus, ce ne sera jamais du 100%. Il y en a qui resteront réfractaires jusqu'au bout, mais tant pis pour eux. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire venir les gens, il faut les mettre à l'action. Parce que parler et essayer de les convaincre par la rhétorique ne suffit pas. Jamais. Ou, enfin, sinon, jamais, c'est pas vrai. Si, pour certaines personnes, ça peut suffire, mais c'est quand même pas le cas général.
Donc la deuxième signification dans laquelle je te dis qu'il faut faire venir des gens, c'est-à-dire qu'il faut faire venir des gens comme moi, également dans ton territoire, pour parler aux autres. Il faut déléguer cette fonction de sensibiliser, la fonction initiale du moins, sensibiliser, faire passer les infos, déclencher les prises de conscience. Cette chose-là, c'est essentiellement à des gens qui sont à la fois des experts plus ou moins reconnus du truc, qui maîtrisent bien, et à la fois qui savent en parler de manière constructive et inspirante. C'est ce que j'essaye de faire. Il faut déléguer à ces gens-là, parce que nul n'est prophète en son pays. Il vaut mieux faire venir quelqu'un de l'extérieur qui a une certaine crédibilité, plutôt que, et tu dis aux gens, bah, venez le voir, ou la voir, c'est pas une femme, c'est une personne intéressante, voilà, vous en penserez ce que vous voudrez, venez voir. Point. Plutôt que de rentrer dans des argumentaires qui vont déclencher des contre-argumentaires et une escalade de débat qui fera que tu vas cliver plus que convaincre énormément de gens. Donc, je vous le dis aussi à tout le monde, si vous avez pris conscience de ce dont on parle aussi aujourd'hui un petit peu, voilà, des questions sous-jacentes à un projet comme celui de David, là, ici, très honnêtement, sauf si vous êtes vraiment cocu, il faut vraiment avoir de la chance, vous n'arriverez pas à convaincre très bien votre entourage, vos amis, votre famille, et il faut en faire le deuil. Nul n'est prophète en son pays. C'est comme ça. Parce que vous serez, avant d'être, même si vous étiez un expert, même si vous étiez l'expert mondial du truc, dans votre famille, vous restez le cousin, vous restez le neveu, le frangin, le copain, le mec ceci, la nana cela. Vous restez ça avant tout. D'accord. Donc effectivement, j'ai une expertise aujourd'hui qui est reconnue à certains endroits à haut niveau ou par des gens qui eux-mêmes sont des experts machin. Je suis reconnu par mes pairs, mais j'ai beaucoup de mal à convaincre dans mon entourage familial. C'est très difficile. Je connais ça. Effectivement, c'est pas forcément facile. Mais je prends bonne note en tout cas de pouvoir déléguer ça. Effectivement, j'avais déjà plus ou moins ressenti ça, mais on va dire que par ta façon de l'expliquer, je pense qu'effectivement, c'est ce que je vais essayer d'organiser. On en reparlera peut-être à une autre occasion. Je voulais juste rebondir sur une chose dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais en termes d'image que l'on véhicule. Et justement, ça me permet de rebondir sur un projet sur lequel, il me semble, tu travaillais, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Je crois que tu avais un projet de série télé pour pouvoir, on va dire, aborder, qui se serait appelé Effondrement ou équivalent. Alors, je sais qu'il y en a une qui est déjà sortie sur YouTube que tu as probablement vue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Où est-ce que tu en es? Quel objectif avec ce projet de série télé et voilà. Merci de me tendre la perche parce que justement, il fallait, je parle au passé parce que j'aurais dû le faire, sauf que j'ai eu un été absolument inextricable où j'ai été tellement sous le travail que je n'ai pas eu le temps encore de m'en occuper alors que j'avais dit à des gens que je le ferais. Il y a des gens qui connaissent mon projet, il y a des gens qui m'ont soutenu de diverses manières, des fois juste moralement, et c'était déjà vachement chouette, et des gens qui m'ont même soutenu financièrement, parce il fallait que j'ai du temps sans travail, sans rémunération, pour pouvoir me consacrer à l'écriture. J'avais ouvert une cagnotte sur Litchi, voilà, et du coup, il y a des gens qui ont donné à cette cagnotte. Elle est terminée, c'est-à-dire que les dates étaient terminées. Et puis, j'ai demandé, par contre, je voulais toujours que la cagnotte soit accessible en ligne, parce que du coup, j'ai la présentation de tout le projet série qui est là, avec une petite vidéo qui présente la série, et ça m'intéressait que ça apparaisse toujours. J'ai demandé à Litchi s'il pouvait faire en sorte que ça reste accessible. Du coup, ça l'est toujours, et du coup, si vous voulez donner, c'est toujours possible. Justement, j'allais te le demander, si tu peux nous envoyer un lien, on le mettra dans le descriptif de la vidéo. Par contre, ça peut paraître bizarre et ça peut paraître un peu gonflé de ma part de faire cette démarche de dire hey, donnez à moi ma cagnotte, sachant que déjà des gens ont donné et ce n'était pas une somme négligeable et que je n'ai pas encore terminé alors que j'ai pris un retard fabuleux sur ce projet. Donc je vais te répondre. Déjà, je dis en quelques lignes de quoi il s'agit tout de même pour les gens qui ne sauraient pas. Mais j'ai effectivement donc eu une activité passée de scénariste et même si je ne l'ai pas fait très longtemps parce que ça ne m'a pas plu, j'aime beaucoup écrire. Mais le métier de scénariste en France, il faut vraiment être maso pour pouvoir le faire. Tu es mal payé, mal considéré. Et puis, à un bout d'un moment, on te demande de réécrire chaque truc 30, 40 fois. Tu deviens fou au bout d'un moment. Quand un producteur te dit, alors que tu lui remets la version 42, c'est du vécu. Hein, c'est du vécu. Quand il te dit, finalement, j'aimais bien la version 11,
tu as envie de le tuer. Donc, Je comprends. bon, voilà. Donc, non, vraiment, c'est horrible. Et bref, je n'ai pas fait très souvent, très, très longtemps, mais j'ai maintenant toutes les armes professionnelles pour faire un bon scénario. J'ai décidé de développer un projet qui est plus qu'une série télé, que j'ai conçu comme un projet de transformation, en tout cas de sensibilisation massive et peut-être de mobilisation massive sur ces sujets, qui est constitué de trois grandes parties. Le plus gros morceau, c'est une série télé de fiction, on va en parler. Et la série, enfin, je vais le dire tout de suite, la série télé de fiction, c'est quoi? C'est dans un contexte de descente énergétique et matérielle rapide qu'on peut appeler un effondrement, même si c'est progressif au début, puis d'un seul coup ça s'accélère. Dans ce contexte-là, comment les gens réagissent? Tout simplement, c'est ça ma série. Comment les gens survivent ou pas, deviennent résilients ou pas, s'entraident ou pas, deviennent des monstres ou pas, comment les gens se transforment dans un contexte d'effondrement non anticipé. Et donc la série raconte, non pas, comme dans beaucoup de séries où il y a de l'apocalypse quelque part, ne raconte pas l'après. Souvent, quand il y a eu un gros effondrement, la série, on la prend juste après, et puis de temps en temps, tu as des flashbacks pour voir comment c'était avant. C'est quasiment toujours le cas. Donc moi, je prends la série au début, on est dans la continuation, dans quelques années, de ce monde, et je vois comment, et les étapes successives, en 5 saisons, comment il s'effondre. Donc voilà, j'ai conçu ce projet, et je dois terminer l'écriture d'un dossier. Le dossier, il n'est même pas si gros que ça, hein, sauf que le travail à faire en amont pour faire ce dossier est gigantesque. Voilà. Oui. C'est un projet qui est d'une complexité terrible parce que je parle du monde réel et je parle pas, c'est pas une invention totale. Donc ça demande des compétences dans pas mal de domaines, certaines que j'ai, d'autres qu'il a fallu que j'aille chercher. Mais globalement, beaucoup de recherches et beaucoup de travail, de retravail pour maturer tout ça. Et au final, pour créer effectivement c'est ce truc qui doit être simple à regarder. Évidemment, les gens, pour eux, ça doit être fluide. Mais derrière, l'architecture du truc est d'une complexité monstrueuse, justement pour que ce soit fluide pour le téléspectateur. J'ai cette série, qui est une série télé de fiction, prévue en 5 saisons, j'espère, même si, très honnêtement, c'est compliqué de vendre 5 saisons à un producteur, voire impossible. Je vais être obligé d'essayer de vendre déjà la première saison, peut-être les 2 premières, et puis après, on verra. Mais c'est un projet que j'ai écrit pour les États-Unis. Voilà. Parce que le problème que l'on a n'est pas un problème stricto sensu franco-français. C'est un problème. Et donc, parce que c'est un problème, eh ben moi, j'essaie d'atteindre à un niveau. Et il n'y a rien de mieux pour avoir beaucoup de vision, enfin de spectateurs, qu'une série à succès américaine. Alors, il y a quelques exceptions, notamment des séries anglaises qui ont beaucoup de succès, mais globalement, il n'y a aucune série qui est capable de battre les séries américaines à succès, à part peut-être Game of Thrones, qui ont effectivement plusieurs centaines de millions de gens dans le monde qui le voient. Hein, vous comprenez bien que je peux donner beaucoup de conférences dans ma vie, écrire pas mal de bouquins. Si je touche maximum quelques dizaines de milliers de personnes par un bouquin et quelques centaines par mes conférences, ou quelques milliers après toute une vie de labeur, voilà, on est dans une autre échelle. C'est pour ça que j'écris cette série pour les États-Unis. Je termine en disant que le projet donc n'est pas qu'une série, ça c'est le plus gros morceau, mais à côté de la série, il y a également des petits épisodes qui sont tournés, et à chaque épisode de la série correspond une interview ou une rencontre de quelques minutes. Normalement, c'est des formats courts de 5 minutes, quoi, avec soit un expert qui va raconter pourquoi un truc que l'on voit dans l'épisode, c'est pas du tout du flan, ça pourrait se produire, ou un acteur de la transition vers la résilience. Un peu partout dans le monde, j'aimerais bien en avoir des acteurs un peu partout dans le monde qui expliquent ce qu'ils font et qui permettraient justement, en lien avec l'épisode, qui permettraient de faire les choses différemment, etc. Ça, c'est la deuxième partie. Et il y a une troisième partie qui est une plateforme web, qui est un outil d'acte qui permet à tous les gens qui ont été sensibilisés par la série de venir, de s'inscrire comme un réseau social en fait, mais dont la thématique c'est la résilience, qui permettent de s'inscrire, de chatter avec les gens, et s'ils ont un projet déjà en cours, de le présenter, de mettre une fiche de leur projet, d'expliquer où ils sont, ce qu'ils font, comment ils font, avec des retours d'expérience de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et s'ils sont juste des porteurs d'un nouveau projet, également de pouvoir présenter leur projet, et de se mettre en relation entre des gens qui savent, qui peuvent échanger des idées, des bonnes pratiques, et s'ils sont au même endroit, peut-être travailler ensemble. Donc ça permet de passer du statut d'acteur, du statut de spectateur au statut d'acteur du monde réel. Voilà comment je l'ai conçu. Ce projet s'appelle Twice as Bright. J'explique juste vite fait. En anglais, ça veut dire 2 fois plus brillant.
c'est une référence à une phrase de Lao Tzu, le philosophe ou le penseur, qui disait The candle that burns twice as bright burns half as long. Donc la chandelle qui brûle 2 fois plus vite, 2 fois plus 2 fois plus fort, fond 2 brûle fois plus moins vite. longtemps. Métaphore de cette société qui a brûlé la chandelle par les deux bouts et qui et dont la flamme s'étiole. Voilà, c'est ça un petit peu. Alors, où j'en suis de ce projet? Après énormément de travail, je vois le bout du tunnel. Le gros problème, David, et ce qu'on pourrait me reprocher, c'est que je disais la même chose il y a un an. Voilà. Et effectivement, il y a un an, déjà, je voyais le bout du tunnel, sauf qu'il y a plein de choses qui se sont encore précisées depuis. Donc là, je vois encore mieux, si tu veux, le bout du tunnel. Et j'ai effectivement, mon travail sur cette série, il est plus très long. Voilà, quand je dis plus très long, globalement, il me faudrait, je pense, encore 1 mois et demi, peut-être encore 2 mois, si je pouvais m'y consacrer. Et je ne peux pas m'y consacrer, c'est bien ça le problème. Et je ne peux pas travailler sur cette série 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Il me faut au moins une semaine d'un coup, quoi, pour que je puisse vraiment avancer, me concentrer, etc. Et pour ça, il faudrait arrêter d'avoir des interférences tout le temps. Finalement, c'est là aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore fini, finalement, le seul moment où je peux le faire, c'est l'été. Il n'y a que l'été que ça se calme. Et donc, j'espérais vivement pouvoir, et j'avais prévu, c'était planifié, j'avais prévu de passer les mois de juillet, août et peut-être même juin, partie de juin, sur la finalisation de mon projet de série. Et je pensais bien naïvement que début septembre, on y est, j'aurais fini. Ouais. Mais ça, c'était avant le confinement. Oui. Parce que ce qui s'est passé à côté, je ne veux pas trop prétendre pour des raisons financières, mais malgré je parlais tout à l'heure d'une cagnotte en ligne, il faut savoir que si vous allez sur la cagnotte, vous verrez quand même qu'on m'a donné plus de 18 000 €, c'est loin d'être négligeable. Mais sur ces 18 000 €, il y en a plus d'un tiers qui est bloqué. Il y a même plutôt 40% qui est bloqué, auquel je ne touche pas. Bloqué parce que j'ai des frais à payer, parce une fois que j'aurai fini mon travail, je vais travailler avec d'autres personnes que je vais devoir rémunérer pour leur travail, pour m'aider avant de ce projet. Donc ça, c'est bloqué. Et le reste, effectivement, c'était plus d'argent que ce à quoi je m'attendais, mais c'était 2 fois plus que ce que j'avais imaginé. Mais comme j'ai mis 3 fois plus de temps à écrire ce projet que ce qui était prévu, ça fait longtemps que j'ai absorbé la chose. Donc, pour pouvoir y consacrer 2 mois sans avoir la moindre rentrée d'argent, il faut que je puisse travailler, faire rentrer du fric par mon activité, qui est une activité donc de consultant, mais surtout de conférencier, qui m'est de temps en temps rémunéré. Il ne faut pas imaginer, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent ça, que c'est un business, que je fais du fric. Il ne faut pas trop imaginer ça. Ça m'arrive d'être payé pour ce que je fais, et ça m'arrive d'être bien payé pour ce que je fais. Mais les 80% de ce que je fais est bénévole. Et ma vie n'est loin d'être facile, et financièrement. Et donc, j'avais planifié ça, mais parce que j'avais prévu dans l'emploi du temps, entre décembre 2019 et début juillet 2020, j'avais prévu beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de conférences, il y avait des événements où j'étais censé intervenir, un certain nombre de choses. Je devais donner des formations, qui devaient me rapporter un certain nombre de milliers d'euros au final, qui me permettraient de tenir l'été. Et à partir de mars, tout a été annulé. Tout. De mi-mars jusqu'en septembre, l'intégralité de ma vie professionnelle est tombée à zéro. Alors j'ai continué à travailler sur mes projets, j'ai fait plein de choses, j'étais très occupé et très sollicité, mais rien de rémunérateur. Et je n'ai absolument pas pu me consacrer mon été à ça. En fait, j'étais dans la merde. J'étais dans la merde. Et une ville que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est la ville de Bordeaux, m'a sollicité pour que je fasse un rapport avec des propositions pour la résilience du territoire. J'ai sauté dessus, déjà parce que le projet était intéressant, hein, mais aussi parce que c'était inespéré, un Deus ex machina, ça allait me rapporter quelques milliers d'euros et j'allais pouvoir tenir jusqu'à la rentrée. Enfin, très concrètement, je n'ai pas eu le choix que d'accepter cette chose-là. Ça m'a bouffé les 2 tiers de mon été. Ah bah après, de toute façon, oui, c'est quand on voit le résultat après final, on ne se rend pas compte tous les sacrifices qu'il y a derrière et tout le temps. Et en tout cas, on espère vraiment que ce projet va avancer. On est très enthousiaste en tout cas. Je te remercie et je clôture vraiment, là pour le coup j'ai fini. On dit voilà, je donne des excuses, je suis désolé, puis je rentre dans je fais un peu ma Cosette, là, Les Misérables, ça fait un peu ridicule. Bon voilà, c'est pas l'image que je veux donner. Je veux quand même dire que
Donc, j'ai pas eu le temps de finir. J'ai pas eu le temps de finir ma série. Que là, j'ai quelque chose qui, dans les 2 prochains mois, va m'occuper pleinement, qui n'est pas la série, qui est une priorité de plus court terme, qui est la production d'un essai. Voilà. Je dois rendre mon manuscrit à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre pour un éditeur pour une publication prévue début 2021. Et ça, c'est très important. Et il ne faut pas penser que, de ma part, c'est une dispersion. Au contraire, du succès de cet essai, et là je compte sur vous là, pour ça peut-être, du succès de cet essai dépendra ma capacité de négociation pour vendre cette série. Voilà. Plus j'ai de crédibilité quelque part, plus ce sera facile, ou moins ce sera difficile de vendre cette série à des gros producteurs. Donc là pour l'instant je vais écrire mon essai. Je tiens à dire simplement sur la série que même si je n'ai pas progressé et pas réussi à terminer le dossier en tant que tel, le projet est hyper mûr. Je sais exactement tout ce que je dois faire. Et je sais le faire. J'ai eu des contacts très intéressants à différents égards en termes de production, y compris également un grand auteur, le créateur d'une des plus grosses séries françaises du moment, avec qui j'ai eu des échanges. Il était intéressé par mon projet de série, on en a discuté, je lui ai expliqué le truc. Bon, je pense que ça ne va pas au final se faire et j'espère quand même que je peux lui faire confiance pour ne pas aller puiser dans tout ce que je lui ai donné comme idée. Mais globalement, ça ne va pas se faire avec lui, mais quand même, ça a été le début de quelque chose pour moi. J'ai commencé à faire des contacts assez haut placés dans certaines sociétés de production françaises et étrangères. Voilà. Donc, je suis preneur. Si vous avez des contacts en production aux États-Unis, ça peut m'intéresser. Mais même sans ça, j'ai déjà bien avancé sur la question. Et donc, je suis hyper optimiste pour ce projet. Il prend forme, il est presque mûr. Il me faut juste du temps. Il faut juste qu'on me foute un peu la paix et que j'ai suffisamment de fric pour pouvoir y passer encore, allez, on va dire 2 mois pour être sûr. Bah écoute, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite de réussir ce projet. Nous, en tout cas, voilà, s'il y a des gens qui ont des contacts intéressants, bah, je les invite bien sûr à te contacter. Et, voilà, on espère vraiment que ça va se faire.